Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à celle intitulée « Pourquoi l'euro va exploser ?», dont le lien est en description et qui apparaît en lien dans le coin de l'écran. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous recommande d'aller la voir avant celle-ci et de revenir ici après l'avoir visionnée. L'un des problèmes actuels de l'euro est l'accroissement de l'écart des taux de rendement obligataires dans les pays de la zone euro. Les économistes et les financiers s'en inquiètent, et la BCE a déclaré qu'elle allait prendre des mesures pour remédier à ce problème. Vous trouverez de nombreuses analyses économiques et politiques sur d'autres chaînes et de nombreux articles sur Internet qui expliquent le problème des spreads. Alors, je ne vais pas en rajouter une couche inutile. Je vais juste le résumer très rapidement. Quand on prête de l'argent à quelqu'un, on demande un taux d'intérêt plus ou moins élevé en fonction de plusieurs facteurs, comme la durée du prêt, les perspectives économiques futures, le niveau d'inflation, etc. Le seul facteur lié à cet écart de taux entre les pays de la zone euro, c'est le niveau de risque. Si les taux sont plus élevés en Italie qu'en Allemagne, c'est parce que les prêteurs estiment plus risqué de prêter leur argent à l'Italie qu'à l'Allemagne. C'est aussi simple que ça. S'ils pensent qu'il est plus risqué de prêter à l'Italie qu'à l'Allemagne, c'est pour deux raisons. La première est évidente. La probabilité que l'Italie fasse défaut sur sa dette est plus élevée que la probabilité que l'Allemagne fasse défaut sur la sienne. Les financiers estiment qu'une faillite de l'État allemand est inimaginable, alors que pour l'Italie, c'est moins sûr. Je ne vous apprends rien, tout le monde le sait. Mais rappelons-nous que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore quelques années, les mêmes financiers estimaient que l'Union européenne était un bloc solide et que la solidarité européenne jouerait à plein en cas de défaillance d'un des États de la zone euro. Aujourd'hui, ils se rendent à l'évidence, la solidarité entre les États de la zone euro n'est qu'un vœu pieux. Jamais l'Allemagne ne donnera un kopek pour aider ses voisins. Mais il y a un autre risque que celui de la faillite d'un État. C'est le risque de change. Si on prête des euros à l'Italie sur une longue durée, il n'est pas absolument certain qu'elle nous rembourse en euros. Il se pourrait bien qu'on reçoive des lires en remboursement, et que le cours de la lire au moment du remboursement soit très inférieur au cours de l'euro. C'est un risque de perte de valeur important, et ça se paye dans le taux d'intérêt. Ce qui veut dire que les prêteurs commencent à envisager sérieusement que l'euro puisse disparaître à moyen terme et que chaque pays de la zone revienne à une monnaie nationale plus ou moins forte. Et comme ils s'attendent à ce que le futur Deutschmark soit plus fort que la future lire, les taux proposés à l'Italie augmentent et ceux proposés à l'Allemagne baissent. Cet accroissement de l'écart des taux de rendement obligataires entre les pays de la zone euro montre donc une chose. La perte de confiance des investisseurs dans l'euro en tant que monnaie pérenne et dans l'Union européenne en tant qu'organisation à la fois solidaire et durable. Et quand on voit tous les déséquilibres économiques et financiers, tous les désaccords politiques, le durcissement des mesures liberticides prises contre les peuples européens, on a bien raison de s'inquiéter pour l'avenir de cet attelage boiteux. Nos dirigeants sont bien conscients que cet écart de taux pourrait bien être le début de la fin pour l'Union européenne et l'euro. La BCE se doit donc de tout mettre en œuvre pour le régler. Et les politiques européistes aussi. Côté BCE, on ne voit rien venir de concret. Il y a bien eu des annonces de grandes réunions, de comités d'experts et autres effets de manche, mais le seul mécanisme concret qui a été annoncé est l'IPT, l'instrument de protection de la transmission. Son nom ne reflète pas vraiment ce que c'est en réalité. Il ne s'agit pas juste de protéger la transmission de la politique monétaire entre la BCE et les banques centrales nationales, ce que son nom laisserait entendre. Ce n'est pas juste un canal de messagerie sécurisé pour que l'information circule correctement. Bien évidemment que non. Alors, qu'est-ce que c'est ? On peut dire que c'est un mélange de quantitative easing et de la Troïka qui a imposé une politique d'austérité à la Grèce lors de la crise de 2008. Avec les conséquences néfastes qu'on sait. Concrètement, l'IPT permet l'achat de titres obligataires sur le marché secondaire par la BCE, exactement comme le quantitative easing, mais avec une différence. La quantité de titres achetés par la BCE n'est plus proportionnelle à l'économie de chaque pays, mais elle est ajustée en fonction des besoins de chaque pays. Ça veut dire que la BCE pourra acheter une montagne de dettes italiennes, mais aucune dette allemande. Ça a l'air d'une bonne nouvelle pour les Italiens, mais ce n'est pas le cas. En effet, pour pouvoir bénéficier de cette manne financière, il faut remplir des conditions. Et ces conditions sont, en gros, les mêmes que celles qui ont été imposées à la Grèce en 2008 et provoqué l'effondrement de son économie. C'est ce qu'on attend
en Italie, en Grèce, en Espagne et en France. Donc rien de nouveau sous le soleil, une crise d'austérité imposée par l'Union européenne et le FMI nous attend au tournant. Parce que Macron continue à endetter le plus possible et le plus vite possible l'État français. Pour vous donner une petite idée de l'empressement de Macron à surendetter l'État français le plus vite possible, sachez que le montant de la nouvelle dette prévue dans le budget 2023 s'élève à 167 milliards d'euros. Ce chiffre ne vous parle pas. On voit bien que c'est beaucoup, mais pour bien comprendre son ampleur, il faut considérer ceci. Si l'État décidait de ne rien emprunter, mais au contraire de financer ces 167 milliards en augmentant uniquement l'impôt sur le revenu de chaque contribuable, combien devrions-nous payer en plus ? Vous savez combien vous payez d'impôt sur le revenu, n'est-ce pas ? Vous savez quel est le montant du prélèvement à la source qui est retenu sur votre salaire ? Bien, prenez ce montant et multipliez-le par 3. Oui, par 3. C'est ça qu'il faudrait faire pour que le budget 2023 soit équilibré sans recourir à l'endettement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, si mes impôts étaient soudainement multipliés par 3, je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir financièrement. Surtout dans un contexte d'inflation galopante, de hausse des prix de l'énergie, de montée du chômage et d'une récession qui ne favorise pas la hausse des salaires, des retraites et encore moins la croissance des entreprises. Quelle est donc la probabilité pour que la France échappe à une politique d'austérité imposée par l'Union européenne ? Tant qu'elle n'a pas retrouvé sa souveraineté, je veux dire. Cette probabilité est absolument nulle. La question est juste de savoir quand. 2022, 2023, 2024 peut-être ? Difficile de savoir, mais on se doute bien que ça ne va pas traîner bien longtemps. Donc en matière de mesures de politique monétaire, rien de bien nouveau sous le soleil. Je dois avouer que ça m'a un peu surpris. Je m'attendais à ce que la BCE réagisse violemment face à une situation potentiellement mortelle pour elle. Ça n'a pas vraiment été le cas, l'IPT n'étant que la fusion entre des mesures d'inflation monétaire et d'austérité budgétaire qu'on connaissait déjà. Ce n'est pas une mesure choc réellement nouvelle. Il y a une bonne raison à cela, la BCE est totalement impuissante pour régler le problème de l'écart des taux. Bien sûr, je le savais déjà, mais au fond de moi, j'imaginais quand même que les dirigeants de la BCE allaient nous refaire le même coup qu'en 2012. À l'époque, personne n'imaginait qu'ils puissent faire tourner la planche à billets, parce que c'est un interdit constitutif de l'euro. Mais ils l'ont fait, ils ont violé les traités, ils ont inventé le quantitative easing, et tout le monde est tombé de sa chaise en voyant ça. Je m'attendais donc à un lapin énorme sorti du chapeau magique de la BCE, défiant toute orthodoxie monétaire, tous les traités européens, toutes les lois internationales, et qui soit à même de réduire l'écart des taux entre les pays de la zone euro. Mais non, visiblement, même avec un chapeau magique et une absence totale de scrupules, ça n'existait pas. La BCE est bel et bien impuissante. Pour espérer réduire l'écart des taux, le seul espoir qui reste est la voie politique. Et cette voie est la suivante. Faire de l'Union européenne une nation européenne avec un État européen et un peuple européen. Ce qui pour un souverainiste comme moi est absolument impossible à concevoir, mais surtout serait une horreur absolue si on nous l'imposait de force. Je suis français, pas européen. Les Européens peuvent être mes voisins, mes amis, mes alliés, ou selon les circonstances, des adversaires, voire des ennemis, mais jamais des compatriotes. Il n'y a pas de peuple européen, pas de patrie européenne, pas de nation européenne. Ce qui existe, c'est un espace géographique et des alliances plus ou moins durables entre les différents peuples européens qui partagent des frontières voisines. Quand un peuple fait une nation, qu'il se dote d'un État souverain et d'une monnaie souveraine, il n'y a jamais aucun problème d'écart de taux. En France, il n'y a pas de risque différent à prêter à la région Île-de-France ou à la région Bourgogne ou à la région Occitanie. Aucune région n'est moins solvable qu'une autre, puisqu'elle dépend du même État national. Aucune région n'offre un risque de change différent, puisqu'elles ont la même monnaie nationale. Il n'y a donc structurellement aucune différence de taux de rendement obligataire entre deux régions d'un même pays. C'est ce que l'Union européenne voudrait réaliser, car c'est la seule solution pour régler le problème des écarts de taux. Et même si cette marche forcée vers une dissolution des nations et des États nationaux dans un super État fédéral européen est en marche depuis plus de 40 ans, on voit aujourd'hui une accélération de ce mouvement de destruction des nations pour les uniformiser dans le carcan européiste. Cette accélération est justement le début de la fin. On ne peut pas forcer les peuples à se sentir autrement que ce qu'ils sont et embrasser une nouvelle identité. Pour y parvenir, il faut plusieurs générations. Plusieurs générations d'endoctrinement à la nouvelle identité européenne, ce qui a commencé par un endoctrinement médiatique et éducatif, car l'éducation nationale est au cœur même de ce projet.
Mais on ne fait pas ça en quelques années, sauf à envisager un génocide des peuples en exterminant tous ceux qui conservent un sentiment national et patriotique. Fort heureusement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc oui, nous allons voir une tentative désespérée des européistes de faire naître un sentiment européen chez les Français, mais c'est un combat perdu d'avance et ça ne sauvera ni l'euro ni l'Union européenne, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un siècle devant eux pour endoctriner les générations à venir de Français, d'Italiens, d'Allemands, de Grecs et de tous les autres peuples de l'Union européenne. Ce n'est pas dans le dernier clou dans le cercueil de l'euro. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du problème de la dette des États de la zone euro et comment ils pourraient en venir à bout. Et comme vous le verrez, il y a des mesures infâmes qui succéderont très probablement à l'IPT après qu'on ait subi une bonne cure d'austérité à la grecque. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le maintenant et actionnez la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et merci pour les pouces vers le haut qui aident au référencement de la chaîne. À bientôt, merci.